Philippe Lamberts, bonjour. Vous êtes député européen, coprésident du groupe des Verts, une des figures qui compte dans ce Parlement où vous n'êtes pas avare en coup de gueule ou en action choc. Viktor Orban, mais aussi Emmanuel Macron en ont fait les frais. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une coupe de champagne parce que la semaine prochaine, en principe, le Parlement européen doit valider la composition de la nouvelle Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen. Alors, ça ne fait pas de doute, on va déboucher le champagne, même si on va le boire avec modération et peut-être circonspection. De toute façon, j'imagine qu'elle aura une majorité. Elle dispose en théorie de 444 voix sur 751, donc c'est très confortable. Maintenant, au mois de juillet, 90 personnes, 90 votes lui ont manqué dans sa propre majorité. Mais j'ai des raisons de croire que les réticents reviendront au bercail et donc elle emportera la majorité sans trop de problème. Ce sera une majorité sans les Verts. Donc ça veut dire que vous allez voter contre cette commission? La décision n'est pas encore prise au niveau du groupe. À titre personnel, je pense que l'abstention est la position la plus défendable. Je ne peux pas voter pour cette commission pour toute une série de raisons. Parce qu'on ne sait pas en fait à quel point elle est prête vraiment à engager le changement de paradigme dont on a besoin pour faire face aux défis notamment climatiques, mais aussi des inégalités en ce moment. Elle a promis un Green Deal. Hein. Elle a promis un Green Deal, mais comme le disait mon grand-père, je ne crois que ce que je vois. Et donc, jusque maintenant, je demande à voir. Je ne sais pas à quel point ceci sera sérieux. Vous devez savoir que ça fait 60 ans qu'on sait que le changement climatique est un risque qui nous pend au nez. Ça fait 60 ans qu'on ne fait à peu près rien. Et on ne fait rien parce qu'il y a des résistances colossales, en particulier des bénéficiaires actuels du système. Or, le défenseur de ces bénéficiaires, c'est le parti d'Ursula von der Leyen. Donc, qu'est-ce qui me permet de croire qu'elle va changer les politiques du tout au tout? J'ai envie de croire à sa sincérité, mais je ne croirais que les gestes législatifs, et donc j'attends de voir. Alors, regardez cette photo. C'est le mouvement Extinction Rébellion qui a décidé d'opter pour des actions plus radicales. Vous comprenez cette tendance, effectivement, à entrer dans une action plus radicale, plus énergique pour réclamer une politique climatique plus ambitieuse? Absolument, absolument. Comme je vous le dis, ça fait 60 ans que la science nous dit qu'on a un problème avec le réchauffement climatique. Ça fait 60 ans qu'on continue à rouler vers le mur. Et on a besoin de la désobéissance civile pour y arriver. Visiblement, la pression des urnes n'est pas suffisante, puisque, je vais dire, ceux qui, comme nous, portent un changement de paradigme, un changement de système, nous restons minoritaires dans les institutions. Et on ne sent pas le sens de l'urgence. Enfin, ceci n'est pas juste une question comme la question de l'avenir de l'automobile ou la question des systèmes de pension. Il s'agit d'une question de survie pour l'humanité, enfin de survie au sens premier du terme. D'accord? C'est le choix entre la vie et la mort. Et on n'a pas l'impression que ce sens de l'urgence est très répandu au sein de la classe politique. Et donc que des citoyennes, des citoyens s'estiment légitimes de recourir à des actions de désobéissance civile non violentes, ça me semble parfaitement légitime et justifié en l'occurrence. Et donc ça veut dire que vous ne croyez plus en l'action politique? Non, je crois à la combinaison des hommes politiques. Vous pensez que non, je crois à la stratégie de la tenaille. Autrement dit, nous devons prendre le noyau qui résiste au changement dans la tenaille des acteurs et des changements dans les institutions politiques, et nous en faisons partie, et des acteurs et des actrices de changement dans la société, Extinction Rebellion en font partie. Et donc c'est en articulant l'action des unes et des autres hors et dans les institutions que je pense qu'on arrivera à faire bouger le schmilblick. Alors, revenons à la nouvelle Commission européenne. Il y a 3 candidats commissaires qui ont été recalés. La France, notamment, a dû s'y reprendre à 2 fois et a proposé Thierry Breton au poste de commissaire à la politique industrielle. Mais lui-même, c'est un ancien industriel, ex-patron du groupe Atos. Ça ne vous chiffonne pas un tout petit peu, ça? Est-ce qu'il ne risque pas d'avantager l'industrie aux citoyens? Alors, 2 choses. Un, je pense qu'il est malsain que la sphère de décision politique soit peuplée de politiciens de carrière. Je viens moi-même du secteur privé et sans transition, je suis passé d'une multinationale américaine à député européen. Je pense que mes 10 ans au Parlement ont prouvé que je n'étais pas pour autant vendu à mon ancien employeur ou au secteur dont je viens à l'origine, qui est d'ailleurs le même que Thierry Breton. Maintenant, évidemment, je n'étais pas le PDG d'une société, ce qui était le cas de Thierry Breton, jusqu'à quelques semaines. Et donc là, en effet, la question des conflits d'intérêts se pose. Je pense que Thierry Breton y a répondu de manière crédible sur 2 volets essentiels. Un, la question de l'intérêt personnel. Il a vendu toutes ses actions et par ailleurs, il a renoncé à ses droits à la pension aussi longtemps qu'il sera commissaire, et c'est très bien ainsi. La question d'un éventuel favoritisme à l'égard de son ancienne société, puisqu'il a déjà annoncé qu'il se récuserait de toute décision, subside ou achat
lorsque Atos serait en jeu. Et puis il y a ce troisième aspect qui est, il vient d'une entreprise du secteur du numérique et il sera le commissaire en charge de proposer les législations pour le numérique. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de lien avec Atos. Et la proposition de mon groupe, et j'ai écrit en ce sens à Ursula von der Leyen, aurait été de retirer de son portefeuille le numérique. Il pouvait être commissaire au marché intérieur et à l'industrie, et même à la défense si on veut, mais le volet numérique, je pense que ça aurait fait sens de le confier à Margrethe Vestager. Ceci étant, Thierry Breton pouvait toujours faire valoir son expertise dans le domaine, puisqu'il fait partie du collège, enfin il fera partie du collège, et donc il sera autour de la table quand les propositions législatives seront adoptées par la Commission européenne. Donc je pense que ça aurait été une solution de bon sens, une solution élégante, qui laissait Thierry Breton avec un portefeuille encore méga, et donc il n'aurait pas été sans emploi, vraiment pas, et ça n'aurait pas été honteux, mais bon, c'est pas la solution qui a été retenue, et donc nous restons là-dessus dans la minorité. Philippe Lamberts, une petite question cactus, une question qui pique. Est-ce que vous prenez la rose ou la bleue? Allez, on va prendre la rose et vous la lisez à haute voix. Vous n'auriez pas un problème avec Macron. On a présenté Emmanuel Macron comme un grand Européen. En réalité, je sentais, mais maintenant je pense que c'est généralement partagé, que c'est principalement un Français qui parle anglais. Donc, à la différence de beaucoup de ses prédécesseurs, il parle couramment l'anglais. Mais il reste très français dans son approche, c'est-à-dire que l'Union européenne ne peut être que l'extension de la France. Autrement dit, c'est la France qui doit donner le ton de tout ce qui se fait au niveau de l'Union européenne. Et en fait, l'Union européenne, ce n'est pas un homme fort qui est le guide suprême d'une communauté. L'Union européenne, c'est le compromis, c'est la diversité culturelle et politique, c'est le donnant-donnant, c'est c'est une démocratie où personne n'a raison tout seul. Et le problème d'Emmanuel Macron, et c'est en fait son problème fondamental, c'est qu'il pense avoir surtout raison. Lorsque nous avons eu notre échange en plénière, j'ai dit à Emmanuel Macron que je pouvais être d'accord avec lui sur certaines choses et en désaccord avec lui sur d'autres. Le jour où vous lui avez offert une corde. Exactement. Et la réponse d'Emmanuel Macron n'a pas été de dire « Bon, je prends acte de notre désaccord et en fait, voilà, moi, mes arguments pour défendre ma position ». Sa réponse qui m'a été faite 4 fois, une fois en public, 3 fois en privé, c'est « Vous dites des bêtises ». Autrement dit, si vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron, c'est pas que vous avez des arguments valables, c'est qu'en fait, vous n'y comprenez rien. Parce que lui comprend, et si vous compreniez, vous seriez forcément d'accord avec lui, parce qu'il y a une seule manière de penser, c'est la manière d'Emmanuel Macron. Et ça, désolé, avec ça, j'ai un problème. Personne n'a raison tout seul, même pas les Verts. Nous n'avons pas raison tout seul. Si nous voulons réussir la transition écologique et solidaire, il va falloir mobiliser l'intelligence collective. Et ça, c'est à des années-lumière de la conception monarchique du pouvoir qu'a Emmanuel Macron et au-delà de lui, la Ve République en France. Philippe Lamberts, on ne vous changera pas. Merci d'être venu au Bar de l'Europe et champagne. Absolument.